les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et prenez ce qui résonne pour vous et en vous. Vas-y, ok. On va prendre le livre L'univers d'Annabelle. Ne perds pas espoir, car tôt ou tard, les étoiles brillent dans la nuit. Quand on parle de nouveaux voyages ou de nouveaux horizons, cela peut également être des voyages intérieurs. Alors n'interprète pas tout comme une invitation à prendre ton van et à te barrer dès que le vent tourne. Petit troisième. Intéressant. Là, c'est Annabelle qui a écrit ça directement sur le livre. Laure, continue de croire en tes rêves et en tes objectifs, car tu mérites de te réaliser pour qui tu es. Annabelle. Et justement, c'est assez universel. Ok, et bien c'est parti. Après ces 3 petits messages d'intro, on va aller voir... Hop, avec rencontrer votre moi du futur. On va faire aussi un petit voyage. Petit voyage dans le futur. Aimes-tu ce que t'aimes fascine, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, tu vois, difficile, pour jamais qu'elle s'incline, tu vois. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça c'est les... Il y a 3 types de cartes, là il y en a une. Hop, ça. Ou il y en a que 2. Ok, alors. Je vais aller piocher un petit peu au hasard dans ce premier tas. J'aimerais 2 cartes alors ici. Hop. Zou. Hop, on va prendre celle-ci et on va prendre pour aller ici. Ok, alors on part de là. Ouf. Bienvenue dans Avatar, le conquérant, le survivor. La 28, pour aller là. La 27, souriant, ancré, professionnel, qui se porte bien. Alors, comment passer du mode survie, le reptilien en mode survie qui doit chasser dans la savane et faire en sorte que chaque jour... attends, j'ai eu la chanson en même temps. Alors on vit chaque jour comme le dernier, palapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez, palapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Avec le R&B. Je réécoute ça en ce moment, faut faire attention aux vibes. Donc le mode reptilien, le mode survival, le mode je prête attention à tout, le mode hyper vigilance, mon système nerveux a besoin de regarder s'il n'y a pas des prédateurs autour de moi. Y a-t-il un alligator qui peut sortir de la forêt? Oui, c'est possible. En tout cas, encore pour le système interne. Justement, zen, restons zen. Du sang-froid dans les veines, restons zen. Plus de choc à l'appel, restons zen. Alors, maintenant, on va voir un petit peu quels sont... quel est le chemin un petit peu pour passer, pour aider notre système nerveux à passer du mode survie ou... le mode hyper vigilance, le mode
fatigue chronique, anxiété chronique, le mode relation toxique, etc., etc. Au mode un petit peu tranquillou. Hop, là il y a trop de cartes. Un peu, non. On va faire comme ça. Ok, hop. Mettre ça à l'endroit. Alors, on va partir en voyage, donc une quête intérieure. Alors, on a bien vu les deux cartes et on va voir comment passer de l'un à l'autre. Quel est le voyage? Hop, ici. Déjà, je dirais reconnaissance de sa lumière. Là, je dirais comme ça, la reliance au monde, de voir finalement les personnes qui sont autour de nous comme un réseau qui nous montre une partie de nous-mêmes, même si finalement c'est compliqué, c'est entremêlé et qu'il y a du chaos. Voilà. Et dans ce chaos, il y a peut-être besoin justement d'une régénération, d'une pause, pour laisser un petit peu les vagues passer et justement dans ces vagues de voir un petit peu toutes les couleurs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire redorer, recolorer un petit peu son tableau intérieur. Et on a les champignons, les racines. Hop, on voit ici les racines. Et c'est des champignons vénéneux là. Laissez passer la vague pour tout ce qui est toxique puisse se transmuter et puisse dire ciao, bye bye. Comme ça, qu'est-ce qu'on a en résultat? Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Là, hop, on voit en fait la branche. Elle est tombée. L'oiseau est sur la cage et sur la branche en dehors de la cage. Et finalement, il est en train de chanter, mais il s'accroche toujours à cette branche. Donc c'est comme si il y avait justement un style d'attachement. Par exemple, quand on a eu l'habitude de vivre dans une certaine toxicité, on peut penser au stress. Voilà, on a eu l'habitude de vivre dans un stress permanent, dans une pression permanente. Eh bien, pour lâcher ce stress et cette pression, ça demande un processus de déconditionnement pour arriver en fait à être plus zen, plus voilà, plus joyeux, plus souriant, et en fait quitter un peu ce mode conquérant, ce mode survie, voilà, pour aller vers quelque chose de plus ancré. Et c'est comme s'il y avait en fait quelque chose à dénicher à l'intérieur. On voit une sorte de lettre dans un trou, et c'est comme si un nid, et c'est comme s'il y avait en fait en soi cette lettre, cette réponse, et c'est le numéro 1. Donc finalement, ce renouveau, vous avez du courrier. Alors pour justement arriver à prendre sa propre place sans plus se comparer, moi je dirais ça. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu, pour chaque carte, je vais voir un petit peu de manière globale. Ah, mon thé n'est pas encore tout à fait prêt, ça fait... Ah si, ça fait 10 minutes, vas-y. Hop. So, on me servir un petit thé. Alors, bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y avait comme une cristallisation au niveau des croyances limitantes. Imaginons, on te dit depuis ton enfance,
tu ne vaux rien, tu es sale, t'es pas à la hauteur, il y a du dénigrement, de la dévalorisation. Toi, dans ton fort intérieur, il y a une partie de toi, puisque enfant, on éponge, on croit en fait ce qui est dit par l'autorité, ça s'imprègne en nous. Et ça crée en fait une croyance limitante qui est associée donc, qui se transforme en pensée et en émotion. Une croyance, c'est une émotion et une pensée qui donnent en fait des actions particulières. Par exemple, l'auto-sabotage, dans ces trucs comme ça. Si je crois que je suis pas à la hauteur, je vais créer les circonstances pour renforcer ma croyance que je suis pas à la hauteur en faisant de la merde, ou en disant de la merde, ou en sabotant la situation, et pour me dire, tu vois, je savais. Non, ça a été aussi auto-régénéré, auto-créé inconsciemment, parce qu'il y a quelque chose à la racine. Et en fait, c'est comme s'il y avait un refus de voir la beauté, de voir sa lumière, parce qu'il y a encore une forme d'attachement à l'identification, à la perception qui a été donnée. Est-ce que c'est comme s'il y avait eu tout un réseau, un système de croyances qui est bien intégré, bien empêtré, et en fait, quand il y a tout un réseau, c'est-à-dire quand dans la famille il y a quelque chose qui se retrouve à l'école après, qui se retrouve plus tard dans les relations amoureuses, qui se retrouve plus tard au travail, mais c'est comme s'il y avait cette forme d'identification de « Ah effectivement, je suis nulle. Ah effectivement, je suis pas à la hauteur. Ah effectivement, 3 petits points. » Ce qu'on peut se dire à cet instant T, parce qu'il y a cette répétition qui vient nous confirmer la toile initiale. On n'est pas avec une toile vierge. Il y a des choses qui sont mises de génération en génération et qui sont aussi inhérentes à l'humain. Quand on voit ce mode un petit peu survie, on a tous ce cerveau reptilien qui, à un moment, était en mode survie. Il y a eu les guerres, il y a eu, au niveau de l'histoire, il y a eu de la famine, il y a eu des peurs, on a tous connu dans notre famille des pertes, on vivait beaucoup moins longtemps, il y a eu des maladies que maintenant c'est plus facile de soigner, mais à l'époque c'était pas possible. Donc en fait il y a eu dans les générations précédentes, dans notre lignée, beaucoup de catastrophes, beaucoup de toxicité. Et cette toxicité, quand tu es en mode survie, c'est pas ça où tu vas penser à traiter, tu vas juste penser devoir aller jusqu'au lendemain. Donc t'es pas en train de te poser pour se dire tiens, comment je peux finalement incarner ma plus belle version de moi-même, comme on entend beaucoup parler au XXIe siècle. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc là, c'est comme si cette lumière, elle s'était endormie à un moment donné, puisqu'il y a eu cette répétition qui part de l'histoire, voilà, et qui a tissé en fait dans son corps, dans son esprit, dans son ADN, dans son cerveau, finalement des croyances limitantes qui créent en fait une forme de désalignement. Là, moi, ça me fait penser un petit peu à la Belle au bois dormant qui attend, bon, lui c'est sa princesse charmante qui l'attend. Pour la Belle au bois dormant, son prince charmant qui viendra la réveiller. C'est beau. Pour redonner en fait un petit peu cette couleur au tableau. Mais là, pour l'instant, en fait, il est empêtré parce qu'il a besoin de se régénérer, il a besoin de repos pour ne pas prendre cette grosse vague en pleine goule, parce qu'il y a énormément de toxicité, finalement, qui l'encombre dans son esprit, dans son corps, dans ses émotions. Et il y a une tempête. Il y a cette tempête intérieure.
Cette tempête, elle amène finalement à 3 choses principales, qui est comment je peux me détacher de ce que j'ai reçu. C'est un processus et c'est pas évident. La deuxième chose, comment être à l'écoute de mon fort intérieur. Et dans cette écoute-là, comment distinguer finalement ce qui relève de mon mental, de mon ego, de mes peurs, et ce qui relève véritablement de mon instinct, de mon cœur, de mon intuition et de mes besoins et envies profondes. Donc comment écouter un petit peu le message, les messages de mon âme, les messages de mon énergie vitale pour arriver en fait à mon unicité, ma singularité et finalement à prendre la première place de ma vie, ma propre place pour arrêter en fait de me comparer. Et moi je vois la tête de mort, j'ai comme si cette mort cérébrale, ce zombie, ce mort vivant, ce mode automatique, ce métro boulot dodo, peu importe que ce soit à Paris, pour se dire ben, finalement est-ce que je peux arrêter d'être dans ce mode survivor survie pour arriver en fait à une pleine expansion. Est-ce qu'il y a quelque chose? Eh bien, derrière, eh ben, on va aller voir. Hop, là, je vais laisser ça comme ça. Et je vais aller creuser un petit peu ces 3 choix, finalement, qui se sont dessinés ici. Soit les 3 vous appellent et c'est cool, soit finalement vous regardez ici pour le choix numéro 1 qui est comment lâcher en fait les anciennes circonstances de vie, les anciens attachements, les anciennes croyances, les anciennes émotions. Le 2 qui est plutôt comment être à l'écoute de son intériorité pour sortir de son nid douillet, voilà, plus ou moins douillet d'ailleurs. Et ça me fait penser à David Douillet qui lui disait eh bien qu'il a été harcelé quand il était jeune et en fait grâce à ça il a fait du judo, il a plus voulu être une victime, il a aidé d'autres personnes, il a contribué à aider d'autres personnes qui ont eux-mêmes été victimes de ce qu'il a connu ou d'autres choses. Mais c'est un très bel exemple de 1, de la résilience, de 2, de se servir finalement de ce qui a été reçu pour amener du positif, pour amener aussi la persévérance, parce qu'il n'est pas arrivé en fait à celui qui se fait harceler à champion de judo, je crois, pas spécialiste, en un jour. Ça a demandé tout un processus pour arriver à se reconstruire intérieurement. Donc il y a plein de personnes qui finalement nous donnent ces exemples de je peux partir d'une situation A, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Voilà. Et lui il donne cet exemple de eh ben, je fais le bien. Je fais du bien à moi-même et je fais du bien après autour. Et justement après, comment arriver à cette individualité, cette singularité en prenant pleinement sa place, en arrêtant finalement de se comparer, en arrêtant de vouloir plaire à tout va et à tout le monde pour arriver véritablement à être soi-même authentique. Et voilà. Et après, on aura fait ce passage entre le mode survie et le mode conquérant, survie et merci à lui. Et ce mode simplicité, endurance, calme. Peu importe comment on le dit. Et bien, on va tout de suite explorer. Dans un premier temps, c'est les liens d'attachement. Ce qu'il y a derrière. Je vais vous montrer, c'est cette fourmi qui porte le monde. Je fais le monde, puisque la terre est ronde, comme une mer féconde. Je fais le monde, sans les jours sombres, assez de la douleur, je la connais par cœur. Je fais le monde.
je suis le monde. Puisque la terre est ronde comme une mer féconde, je veux le monde. Sans les jours sombres, assez de la douleur, je la connais par cœur, je veux le monde. Bien. Cette fourmi qui porte le monde, qui porte trop. On va aller voir, avant de commencer un hiatus. On va aller voir le message. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, hop. Non, il y a, ouais, ok, hop, il y a trop. Et c'était ça, vas-y. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. Alors, ok. Alors, je ne vais pas forcément montrer toutes les cartes, mais la première c'est apprentissage. Alors, ce qu'il y a comme apprentissage là, alors on a le calme, le bonheur, les regrets, l'aide, toi, peur, message d'amour. Okay. Alors, calme, bonheur, regret, aide, toi, peur. Je dirais qu'il y a deux choses principales là-dedans, en tout cas en début de message ici. C'est en fait, il y a eu cette petite fille, ce petit garçon qui a appris à porter pour les autres ses mots. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que papa et maman, mes frères, mes sœurs, j'ai cette croyance finalement que je fais le bien ou le mal autour de moi. C'est-à-dire, si papa et maman vont bien, c'est grâce à moi. Si papa et maman vont mal, c'est à cause de moi. Donc je porte en fait sur mon dos la responsabilité du bien-être d'autrui. Il y a un attachement. Avec cet apprentissage, c'est comme s'il y avait besoin de se détacher de deux systèmes parentaux principaux, qui est un. Si je m'occupe de moi, si je suis heureux, si je suis dans le bonheur, il peut y avoir une forme de culpabilité et en même temps, je peux aussi m'en vouloir des décisions passées parce que j'ai l'impression d'avoir échoué dans ma mission de porter ce qui ne m'appartenait pas. Parce que je ne suis, le sauveur de personne et je ne peux pas contribuer à aider quelqu'un d'autre qui ne veut pas d'aide. Donc il y a en fait une forme de regret, de culpabilité, une forme d'échec de ne pas avoir pu absolument tout porter. Comme si on s'en voulait en fait. J'ai pas réussi à porter à bout de bras absolument tout le monde. On relâche la pression. Ok. Donc il y avait en fait après une peur de demander de l'aide. C'est comme si on pouvait parfois dire tiens j'en ai marre de tout porter, j'en ai marre machin, mais cette incapacité à dire tiens je me sens fatiguée, tiens j'en peux plus, peux-tu m'aider, peux-tu contribuer, peux-tu faire ceci ou cela pour moi. Et en fait il y a cet apprentissage finalement de demander de l'aide pour soi et de dépasser en fait la peur de paraître faible
si en fait je demande un coup de main. Et au contraire, c'est un message d'amour. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont être reconnaissants eux aussi de pouvoir aider, de pouvoir contribuer et de pouvoir prêter main forte. C'est un message d'amour pour soi-même, de reconnaître ses limites à cet instant T, de se dire bon là j'en peux plus, je suis à bout de souffle, je suis à bout de force parce que je me prends quand même une vague émotionnelle où je vois qu'il y a pas mal de toxicité. Voilà, je vois en fait aussi que je peux parfois aller à l'encontre de mes limites, aller au-delà de ce que je peux donner parce que je n'ai pas encore appris à faire autrement. Parce que dès lors que je me repose, que je suis dans le calme et le bonheur, je peux ressentir justement cette culpabilité et avec ce regret, j'ai cette sensation finalement qu'il y a... est-ce que le monde ne va pas arrêter de tourner si je ne le prends pas en charge? Il y a peut-être besoin de faire l'expérience justement de ne rien faire. Et justement, comment s'accompagner à ne rien faire quand on a pris l'habitude d'être dans une suractivité, hyperactivité. Et ça, c'est un chemin d'apprentissage. De se dire qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait du bien. Qu'est-ce que mon enfant intérieur kiffait quand j'étais petit? Est-ce que je peux pas refaire un petit peu de pâte à modeler par exemple? Question con. Et justement ce message d'amour pour soi, c'est est-ce que je peux me faire couler un bon bain? Est-ce que je peux finalement me dorloter un petit peu et me laisser dorloter pour justement faire en sorte de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas, et 2, apprendre à recevoir finalement. Avec amour et bienveillance et demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on pourra retrouver le sourire. De se dire si je porte trop et si je suis tout le temps en mode survie, bah c'est pas la même gueule qui tire. C'est plutôt de se dire je suis bien attentif à ce qui se passe parce que on sait jamais. Il y a peut-être un serpent, il y a peut-être quelque chose. Donc voilà. Et le deuxième message important, hop, j'avais vu ça. Est-ce que je l'ai là? Ça me fait penser à une phrase que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je peux vous la lire? Non. Non. Ben, c'est dommage. Parce que c'était exactement ça. Et c'était une autre chaîne YouTube que je peux écouter de temps à autre. Ah bah voilà, je l'ai. On n'est pas obligé d'être une victime pour rester innocent. Et ça, c'est Sophia de Sur un coin de table. Une autre youtubeuse que j'ai pu écouter il y a quelques mois. Intéressant cette phrase, je vais la relire. On n'est pas obligé d'être une victime pour rester innocent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la soumission, il y a la dualité, il y a ce n'est pas moi, et il y a pardon et communication. Ok. Ah bon, il va peut-être pas forcément être très doux ce petit message. Ah là là. Et c'est comme si en fait en étant soumis, c'est-à-dire en portant plus que ce qui nous appartient, pour justement s'accrocher en fait à ce triangle de Karman, un peu victime, bourreau, sauveur, eh bien c'est comme si, et ce lien d'attachement de je ne suis pas une mauvaise personne, je ne suis pas la mauvaise personne, c'est l'autre. Parce que l'autre abuse. Parce que l'autre, je lui donne ça, il prend ça. Oui,
C'est vrai que l'autre a sa responsabilité. Néanmoins, j'ai aussi la mienne de vouloir donner ça et de pas réussir à apprendre à mettre des limites et de me faire grignoter tout le bras. Donc c'est cette forme de dualité pour rester en fait la bonne personne, la gentille, le gentil, bien, et dire que l'autre n'est pas correct et méchant, eh bien j'ai besoin de rester dans cette position victimaire de soumission qui fait en sorte que je ne sois pas responsable de mes propres actions. Donc je fais en sorte de me déresponsabiliser en pouvant pointer l'autre du doigt et en ne regardant pas ma part de responsabilité dans ce phénomène de porter plus que ce que je devrais, de me laisser faire. Et là, il y a besoin en fait de se pardonner soi, de pardonner aussi aux situations qui ont pu et qui ont été abusifs dans le présent et ou dans le passé. Et en fait, pouvoir communiquer avec soi dans la bienveillance pour justement arriver à aller au-delà des émotions. Puisque quand on arrête en fait d'être dans porter le monde, il y a cette culpabilité. Suis-je toujours une bonne personne si je ne prends pas en charge ta régulation émotionnelle qui pourtant ne m'appartient pas? Il y a cette culpabilité qui arrive, ce sentiment de honte, et en gros c'est est-ce que je peux traverser toutes les couches émotionnelles qu'il y a en dessous de si je fais pas comme tu voudrais, si finalement cet amour est conditionné à ce que je fais et comment je le fais pour toi, qui suis-je en dessous? Et comment je peux traverser ça un petit peu émotionnellement pour arriver en fait à avoir énormément de compassion pour les parties de soi qui n'ont pas su réagir, qui n'avaient pas les armes finalement pour arriver à poser des limites, mettre des distances. C'est comme si en fait on avait dans notre système de survie, dans notre système de croyance, notre système nerveux a trois réponses possibles. Soit il se fige, soit il attaque, soit il fuit. Quand on a été petit, si on n'a pas pu attaquer et fuir, on a appris l'impuissance, c'est-à-dire je me fige. Si j'ai appelé à l'aide plein de fois qu'on n'a pas répondu, j'ai appris l'impuissance, je me fige, je ne demande plus à l'aide. Si j'ai appris que me rebeller, je pouvais recevoir des conséquences qui étaient au-delà de ce que je pouvais supporter petit, j'ai appris l'impuissance, la soumission, je me fige. Et en fait, c'est comment apprendre à reprogrammer son système nerveux, son système de défense pour arriver en fait à ne plus projeter à l'extérieur le mécanisme et regarder à l'intérieur comment, je reprends l'exemple avec David Douillet de tout à l'heure, comment finalement je peux arriver à passer de cette soumission et de cet harcèlement, exemple, à quelqu'un qui peut véritablement guider les autres et éduquer pour aller, comme David Douillet, donner des conseils. Comment je peux passer justement de ce mode de survie à ce mode de vie et je prends en charge et j'entreprends. Voilà. Et le premier en fait conseil, c'est de se regarder soi avant tout, de voir, d'observer comment je fonctionne et qu'est-ce que j'ai comme émotion, pouvoir noter un petit peu tout ça pour justement apprendre tranquillement à me départir de ça. Ok.
Là, il y a une confirmation un petit peu, on va un tout petit peu plus loin. C'est un système qui date de l'enfance. Voilà. Il y a eu quelque chose, un mode survie qui s'est programmé en fait inconsciemment dans l'enfance. C'est pour ça qu'il y a besoin d'envoyer beaucoup d'amour. Parce que le cerveau fait ce qu'il peut pour survivre. Voilà. C'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie. Et pour survivre, il va aussi être dans un mode refoulement, de se dire... refoulement, là j'ai la colère derrière, refoulement des secrets, la minimisation, de se dire en fait, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et en fait, pour retrouver un petit peu son... En fait, voilà, quand on retrouve un petit peu du calme, d'inactivité, il y a les peurs d'être avec soi et finalement de sa propre nature, d'être avec ses propres regrets du passé. Et là, il y a besoin en fait d'appeler à l'aide, d'avoir du soutien pour retrouver en fait le bonheur. Parce que il y a quelque chose qui est enfoui à l'intérieur, qui véritablement en fait, avec le karma, qui montre que émotionnellement, au niveau des pensées, au niveau des croyances et donc au niveau de l'action, il y a quelque chose qui date des fois de plusieurs générations. On peut regarder un petit peu soit les enfants en fait des autres familles, c'est-à-dire des cousins, cousines, des frères et sœurs, ses propres enfants, de voir un petit peu les réactions, les animaux aussi. Soit si on se rappelle un petit peu comment on était enfant, quelle image on a aussi de soi, de son enfant, quelle image a été projetée par l'extérieur. Parce qu'il y a des choses qui sont refoulées. Refoulé à l'intérieur, c'est pas parce que c'est refoulé finalement les secrets de famille. Et s'il y avait eu de la minimisation, c'est-à-dire si tu disais bon j'ai de la peine pour ceci ou là ça va pas et qu'on te dit oh ben tu vas pas nous faire enquiquiner avec tes problèmes, nous ça va très bien, c'est toi le problème. Bon, on intériorise en fait que je peux pas parler aux adultes, je peux pas appeler à l'aide. Parce que là, il y a des personnes en fait qui peuvent véritablement contribuer à soutenir et à être justement dans cette bienveillance et à apporter en fait sa contribution à je t'entends, je te vois. Voilà. Je te vois au-delà en fait de ce mode survie, au-delà des masques, au-delà de ce qui a pu être vécu et finalement j'ai foi et je sais que tu peux finalement te réaliser avec ces cicatrices, avec cet enfant blessé et continuer d'apprendre pour arrêter finalement de porter ce qui ne t'appartient pas, porter le monde et te détacher en fait de ce qui a été posé sur toi et collé dans ton sac. Quand tu étais petit. Voilà. Et donc on envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour finalement à cet enfant intérieur qui a survécu véritablement comme il a pu, comme l'adolescent intérieur, comme le jeune adulte, comme l'adulte et comme le vieil adulte. Voilà. Alors, on va faire un petit message de conclusion. Hop, ok. Lui, ouais. Ok, avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Peut-être que parfois il y a une culpabilité de recevoir les mêmes sauces. C'est-à-dire de revivre un peu des schémas relationnels qui ont le même acabit, qui ont la même odeur, les mêmes contraintes, les mêmes voilà, les mêmes leçons finalement, et d'avoir du mal à dépasser en fait un certain schéma générationnel. Et là on va aller voir ce qui se joue un petit peu. Ok.
Alors on a retrouvailles, séparation longue, communication émotionnelle, relation sur le long terme et lâcher prise, contrôle. Quand on est sur ce mode survie, là il y a de l'hypervigilance, c'est-à-dire que quand on porte un petit peu l'autre, imaginons son propre système, c'est d'avoir beaucoup de peine. Pouvoir par exemple être dans un mode parfois dépressif, anxieux, c'est-à-dire un attachement un petit peu anxieux. On va avoir cette survigilance sur son partenaire, au travail, sur absolument tout. Et on va s'adapter. C'est-à-dire si l'autre, on sent qu'il est en peine, on va déjà lui apporter un mouchoir. S'il est en colère, peut-être qu'on va faire en sorte de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, en fonction des croyances et en fonction de comment on a dû survivre en étant petit. On va répéter ces mêmes schémas en fonction de l'énergie de l'autre et ce qui dégage, parce que notre système interne et notre système nerveux n'a pas encore totalement intégré que maintenant il est en sécurité, il rejoue en fait le traumatisme de l'enfance. Pour expliquer un petit peu brièvement. Donc finalement, là moi ce que j'ai, c'est qu'il y a des retrouvailles avec soi-même déjà. C'est pour sortir de ce lien d'attachement et de tout porter comme ça, de savoir un petit peu plus mettre des limites entre soi et l'autre, parce que là il y a ce sentiment un petit peu fusionnel de je ne sais pas totalement où s'arrête, où je m'arrête et où s'arrête l'autre. Je sais pas si je m'explique bien. Si l'autre ressent ça et que je le ressens en moi, il y a de la confusion. Et dans cette confusion, il y a de la fusion. Comme si je ne savais pas encore totalement distinguer ce qui m'appartenait en propre et ce qui appartient à l'autre. Donc j'essaie de réguler ce qui ne m'appartient pas pour moi-même survivre. Donc en fait, c'est passer du temps comme on peut, un peu seul aussi en nature, avec des moments avec soi et repartir dans le monde, faire ces allers-retours là pour être avec soi et repartir dans le monde pour bien regarder qu'est-ce qui m'appartient quand je suis seule. Mes doutes, mes peurs, mes émotions, etc. Parce que c'est comme s'il y a eu une déconnexion à soi pour se fondre en fait dans le système un petit peu de masse. Et plus il y a de monde, plus en fait il y a cette confusion de qui suis-je ? Qui suis-je ? Parce qu'en fait on a tous de la lumière, on a tous de l'ombre. Donc finalement si je suis avec des personnes qui sont par exemple beaucoup en colère, je peux avoir de la colère moi aussi et une partie ne m'appartient pas. Donc c'est justement comment en fait ressentir dans mon propre corps ce qui m'appartient et libérer en fait le passé pour renouer en fait tranquillement. On voit qu'il y a retrouvailles le 13 qui donne le chiffre 4, retrouver cet ancrage en soi-même, parce que 27, 30, 34, il y a justement cette séparation de soi à soi. J'ai peut-être eu honte de moi-même, honte de là d'où je viens, honte du passé, honte de certaines circonstances, et finalement je me suis coupée de moi-même, je ne me suis pas assez écoutée. Et comment renouer en fait cette première et seule relation d'amour qui durera toute sa vie, c'est avec soi-même. Et lâcher prise, contrôle, voilà, de se dire comment en fait me foutre un petit peu plus la paix
Je pense un petit peu à l'intervention de Fabrice Midal, et il y en a d'autres qui sont dans cette philosophie de se foutre la paix, de pas en fait être dans cette exigence en permanence, l'autocontrôle, parce que quand on a eu ce mode survie avec l'autre, quand on commence à être avec soi-même, on a cette même survigilance avec soi. C'est-à-dire quand on a appris à tout contrôler, tout maîtriser, tout mettre un petit peu en case et que ce soit carré, alors qu'on est plutôt un ovale ou un rond à la base, eh bien on a un petit peu ce côté carré et figé avec soi-même. Et ça se détend aussi au fur et à mesure. Se laisser le temps en fait de s'apprivoiser avec douceur et de ne pas hésiter justement à demander du soutien. Voilà, comme on peut. Pour justement être accompagné sur ces prises de décision. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce choix 1, même s'il y aura encore beaucoup à dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss. Hop, on va aller voir maintenant comment dénicher ces messages intérieurs et peut-être en même temps retourner dans ce nid douillet. Voilà, ce petit nid intérieur, son cœur intérieur, renouer avec cette petite enfant intérieure, cette joie simple, cette envie d'avoir envie, cette innocence, ce feu. Voilà. C'est y être à l'écoute justement de cette petite folie interne. Ok. Celui-là ou celui-là? Celui-là. On va aller voir alors avec l'oracle de guérison de l'âme. Qu'est-ce qui a pu en fait couper un petit peu cette connexion avec l'enfant intérieur, avec en même temps son petit nid douillet, et à pouvoir apprendre à être en sécurité avec soi-même et avec les autres. C'est intéressant cette première carte. Attends, je vais attendre à l'endroit. Ouais. Ok, bon. On a le prisonnier, je me libère de l'enfermement, mais sur le côté. Donc déjà, on voit qu'il y a eu quand même un gros chemin de fait pour se libérer. On voit ici, je vais vous montrer à l'endroit, il est auto-enfermé par ses propres tentacules qui viennent du mental. Voilà, hop, il a ces tentacules là qui viennent ici et qui viennent en fait l'auto-enfermer. C'est-à-dire que je suis dans une prison intérieure parce que peut-être il y a tellement eu d'abus, il y a tellement eu de substances que je me suis auto-limitée, mon mental et mon inconscient s'est auto-convaincu que la vie n'en valait pas la peine. Là, ça me fait penser à me creep, too. What the hell I'm doing here and don't belong here. I'm a creep, I'm a rhythm. What the hell I'm doing here and don't belong here. Cette envie parfois de ne plus vouloir vivre, cette envie que ce soit tellement fort, tellement puissant au niveau de la souffrance que il y a plutôt cette envie de mourir, de désincarnation, d'arrêter, d'être forcément dans ce mode survie parce que justement il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de solaire, il y a, voilà, c'est engouffré dans tellement de... Ça me fait penser à Eminem par exemple. Son film là, One Million Miles, je me rappelle plus, on voit un peu, lui il avait la rage et il a tout mis dans le rap, ça l'a permis de le faire grandir et de devenir qui il est. Eh bien c'est quand on se sent prisonnier comme ça, parfois on n'a même pas la force et la foi d'avoir justement cette rage
cette coloration-là, de pouvoir se focaliser sur quelque chose. Ça peut être le trou noir à des moments, ça peut être vraiment très énergivore. Donc il y a quand même une partie qui a été transmutée, je dirais, voilà, en vivant un petit peu ce gouffre intérieur. La déesse, je puise dans ma force intérieure, avec la trahison derrière. Je retrouve ma force intérieure, il y a l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Voilà, de se dire, j'ai eu énormément de situations injustes ou sentiments d'injustice, et j'ai eu énormément de trahison ou sentiments de trahison. Il y a le druide derrière, je me fie à la connaissance des étoiles, à ma boussole intérieure, on disait finalement qu'avant les navigateurs regardaient l'ours du berger pour reconnaître le nord, une connaissance qui vient de je sais pas où. Donc pas forcément authentique à 100%, à aller vérifier. L'ours du berger, c'est un truc comme ça l'étoile, mais l'étoile du berger, c'est pas l'ours. Pour le nord. Et en fait, on savait à l'époque lire un petit peu dans la nature pour nous orienter. Là, c'est comment lire dans notre propre boussole intérieure pour nous orienter. Est-ce que des fois mon corps, tiens, il a besoin de bouger? Est-ce que mon corps a besoin d'aller vers telle ou telle nourriture? Et en fait, comment je peux arriver, par exemple, à gérer certaines compulsions au niveau de la nourriture ou au niveau de la procrastination pour modifier certaines choses, même si c'est 5 minutes par jour, arriver à modifier en fait certaines circonstances, et au fur et à mesure en fait je m'envolais, se sortir de cette prison intérieure, pour se libérer justement de cet enfermement et de cette répétition en fait de survivre à travers la dextérité, les épreuves. Il y a la bonne sœur, je me remets à l'univers avec l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Hop, voilà, la bonne sœur et l'akasha. Donc les mémoires akashiques, c'est la grande bibliothèque qui nous amène en fait à voir nos vies antérieures, pourquoi pas, et aussi nos capacités, etc., etc. C'est la grande bibliothèque. On peut avoir accès finalement à notre plein potentiel aussi. Et c'est comme si on pouvait avoir cette information dans le rêve, dans les livres, à travers la connaissance, à travers la méditation, et aussi à travers en fait ces instants où il y a ces enfermements, où il y a une baisse de régime, où il y a des émotions comme la colère, où il y a ces vagues. Comment je peux apprendre finalement à... En fait, pour chacun, c'est différent. Certains, ce sera ralentir, d'autres, au contraire, ce sera se régénérer. Donc ça, en fait, c'est comment faire assez confiance à sa propre puissance intérieure pour faire confiance au chemin qui est le mien. J'ai eu une personne qui m'a dit un jour, peut-être qu'on n'est pas encore
aller assez dans nos abysses. Il l'avait pas dit tout à fait comme ça, mais c'était ça l'idée. On n'est peut-être pas encore descendu assez bas. C'est peut-être ça en fait. Et ça m'a trotté, je crois que c'est l'une des seules phrases que j'ai retenues qui m'a vraiment percutée dans toutes nos discussions. C'est peut-être qu'on n'a pas encore assez bouffé de cette merde, de ce poison. Et pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que c'est quelque chose de très intérieur. Peut-être que je me venge, c'est intéressant. Ouais, qui a toute cette truc de vengeance aussi, ou cette ombre, cette noirceur qui est là. Peut-être qu'on se mange ça un petit peu en pleine face et que ça nous met aussi KO. Parce que justement à l'intérieur il y a tellement de nœuds, tellement de surfaces anxiogènes et pathogènes que il y a quelque chose qui s'est enraciné, qui a besoin en fait d'avoir des moments de down assez profonds. Est-ce que justement nous sommes allés assez dans nos profondeurs, assez dans nos abysses pour en sortir? C'est intéressant comme question. Hop. J'ai la claire connaissance, je sais. J'ai les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Et j'ai l'enfant intérieur, tout commence ici. C'est comme s'il y avait quelque chose finalement. Je sais que c'est pas totalement terminé cette libération, que je suis pas allée, que j'ai pas tout creusé parce qu'il y a plein de choses qui est enfoui. Et en fait, c'est grâce aussi à l'autre. On rencontre pas l'autre par hasard. Quand on rencontre quelqu'un, c'est que véritablement, il y a à cet instant T une énergie qui est commune, cet effet miroir. C'est-à-dire quand je rencontre l'autre à l'endroit où je suis, j'ai quelque chose enfoui en moi qui a besoin de revenir à la surface. Et plus en fait, pour libérer cet enfant intérieur, pour libérer la joie, pour libérer justement cet enthousiasme. Coucou, ça a coupé. J'avais plus de batterie et je n'ai pas rappuyé sur le bouton. Je crois que ça fait 5 minutes que je suis en train de parler qu'à ma caméra. Donc j'en étais à l'autre, on était sur l'enfant intérieur. J'ai rangé les cartes déjà de celui-là. Sur l'enfant intérieur, de se dire vas-y, comment retrouver l'enfant intérieur? Et je vais aller direct au message, ça sera beaucoup plus direct, parce que il y avait justement ce prisonnier qui était comme ça. Je me libère de l'enfermement. Et peut-être finalement, écoute ton âme. Peut-être que pour se libérer de l'enfermement, il n'y a plus besoin d'être autant dans le dark que ça a été dans le passé. Il peut y avoir en fait des choses beaucoup plus connectées à la joie. On a la baleine, la prospérité, la rencontre du bonheur. L'automne est là à l'envers, avec la femme parapluie l'automne. Quelque chose en fait où après la pluie vient le beau temps. Et après la pluie, on voit aussi l'arc-en-ciel. Et c'est comme si en fait ces vagues là, on pouvait les voir d'une manière différente et en fait créer. Je parlais par exemple d'Eminem encore. On entendra souvent parler des mêmes références ou nouvelle école. Par le rap, moi je trouve ça intéressant. Par le rap, on peut beaucoup mettre par exemple sa colère. Hop, on a envie d'être. Et pour moi en tout cas, hein, je dis ça, voilà, c'est très personnel. À travers la danse, je peux mettre toutes mes autres palettes d'émotions. La colère aussi, mais ça va plutôt être la tristesse. Dans la peinture, par exemple, il peut y avoir la colère, la tristesse qui peuvent ressortir. En fait, dans les guidances,
il peut y avoir aussi toute une palette émotionnelle qui peut être ressentie, qui peut ressortir. Et c'est ça en fait, c'est comment recolorer un petit peu son tableau pour faire de ce chaos quelque chose de beau, une œuvre d'art. Donc voilà, il y a ça. Il y a la murène mystère, vivons heureux, vivons cachés. Voilà, il y a peut-être besoin d'un processus très intimiste, soit avec soi ou soit avec vraiment un petit cocon qui permettent justement de ne pas montrer en fait les étapes pour sortir de... c'est comme si il y avait non, la réponse ne se trouve pas ici. C'est-à-dire que la clé ne se trouve pas ici. C'est pas en montrant comment dire, c'est beaucoup soi avec soi. Voilà. Et c'est la clé, c'est pas en montrant les choses que ça va permettre de régler le truc. Pourquoi? Parce que quand on est en collectif, j'ai déjà fait moi des soins collectifs. Quand on est en collectif, en fait, on va beaucoup moins oser ou être ouvert à déballer les émotions, pleurer librement, être en colère librement, alors que quand on est de soi avec soi ou avec un professionnel ou des groupes vraiment qui peuvent aller dans cette profondeur-là, eh bien, on peut véritablement aller revisiter ces profondeurs. Mais il y en a plein, en fait, qui ne veulent pas ou qui ne sont pas capables de toucher, en fait, à ces abysses profonds. Donc, la rencontre du bonheur, elle se vit dans son intériorité et à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire dans son petit jardin secret. Il y a peut-être peu de personnes avec qui partager ça. Et c'est peut-être très bien comme ça. Pour consolider, parce qu'il y a méduse dispersion. La puissance fait partie de mon être. Et bien justement, toute énergie mise à l'extérieur est une énergie, une puissance en moins qui peut être focalisée à l'intérieur. Est-ce que justement, c'est cet ego, ce mode survie, cette culpabilité qui fait aller à l'extérieur certaines fois? Ou est-ce que véritablement ça me met vraiment en joie? Voilà. Il y a besoin d'être au clair, il y a besoin d'expérimenter pour ça. On n'est pas obligé d'être au clair tout de suite. Il y a besoin d'expérimenter, de se dire ok, qu'est-ce qui finalement me met dans ma pleine puissance, ou qu'est-ce qui me fait rester aussi en mode survie? Et si je reste en mode survie, comment je peux faire en sorte de me déprisionner? N'est-ce pas? Voilà. Fort Boyard lui limite, suis-je en prison ou libre? Et c'est intéressant, on a Poséidon derrière, l'homme de ton abysse. Ça peut être la femme pour un homme. L'homme de ton abysse. Suis-je en prison ou libre? Derrière, ok, il n'y a rien. À méditer, hein. À méditer, ce sera de toute façon différent pour chaque personne. On va prendre un dernier message avec celui-là avant un petit message de conclusion. On a Hippocampe naissance. Je couvre ma renaissance. On avait vivant heureux, vivant caché. C'est en fait, il y a des besoins de rester aussi dans son propre cocon. Femme parapluie, automne, l'automne est là.
fait de mort, transition, j'accueille le deuil que je vis pour renaître. Voilà, c'est assez clair. Cette histoire de renaissance, qu'est-ce que j'ai besoin à l'instant T? Voilà. Je couve ma renaissance. Je me mets aussi dans mon cocon et je me protège aussi de tortue connexion. La vie accompagne mon cheminement. Voilà, ça ne veut pas dire forcément rester dans sa grotte tout seul, toute seule en permanence. Ça veut juste dire en fait d'avoir vraiment des moments d'intégration de soi avec soi pour soi et de se faire du bien. Apprendre véritablement à s'aimer et à se faire du bien à l'endroit où l'on est. Voilà, en douceur, en douceur, en douceur. Ok, est-ce qu'il y a un petit message de conclusion avec... Ouais, vas-y. Hop, avec Wiking. Wiking. Une seule. Allez. On prend une carte. Et on va s'arrêter là. Pour ce choix-ci, ce sera pas celle-ci alors. Hop, une seule, est-ce que... Non. Hop, voilà. Ok. Ah là là. Ah, 33. La retraite. Retirez-vous afin de conserver votre dignité. Le ciel est trop haut pour que vous puissiez l'atteindre et la montagne est trop éloignée pour vous protéger. Des personnes malveillantes vous cernent. Il est dangereux pour vous de vous laisser embarquer dans de vieux problèmes alors que vous vivez retiré du monde. Agissez avec noblesse, retirez-vous pendant que vous êtes au sommet. Vous connaîtrez une grande fortune si vous vous retirez au milieu des hommages. Petite retraite. Allez. Merci, à plus tard. Coucou les petits chats, donc on est parti pour faire la suite avec le 1, 2, 3 soleil de la série, là, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Squid Game. On n'aura pas le même destin, en tout cas j'espère. Donc derrière ce 1, 2, 3, il y a ici un petit peu cette mort cérébrale. Moi ce que j'ai, c'est la comparaison, se comparer à autrui et soit se croire des fois supérieur pour l'ego supérieur, soit se croire inférieur pour l'ego inférieur, et dans tous les cas, c'est pas comme ça qu'on arrive à elle. Voilà, c'est le mode survie où notre ego se compare pour se dire soit je suis mieux, soit je suis moins pire. Et en fait, dans tous les cas, ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal. J'avais tout ici là? Ouais, c'était ça. Hop, je range les petits trucs et on est parti. Alors, on va voir. Vas-y. On va regarder l'oracle des mémoires akashiques pour voir un petit peu les messages pour ce choix numéro 3 ou la continuité, peu importe. Si le thème parle un petit peu de cette comparaison.
le faux self en fait. Parce qu'il y a ce mode survie. Voilà, grosso modo. Tout simplement. Tout simplement. Envie de changer d'atmosphère, d'attitude. Tout simplement. Besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement. Arrêtez les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je m'aime encore, mais pas vraiment. On a l'attitude qui est sortie sur le côté. Et l'équilibre de votre corps mental sur le côté aussi. Donc, c'est comme si il y avait en fait... Je parlais du faux self, une personnalité un petit peu soit dominante en fonction des circonstances, soit justement... une personnalité qui peut être survivor, une personnalité qui peut se soumettre en fonction en fait des circonstances et des gens qui sont là. Et ce que on a cru à un moment, consciemment, inconsciemment, que l'autre voudrait pour soi. Je m'explique un petit peu là-dessus. Si on a eu l'habitude, par exemple, d'avoir un père ou une mère qui voulait, par exemple, le silence, un exemple. On a eu l'habitude de se taire. Et quand on voit des personnes qui ont une énergie ressemblante ou qui peuvent nous faire penser à ça en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de je sais pas quoi, eh bien on peut avoir cette personnalité silencieuse d'un coup. Et ça se fait un petit peu inconsciemment. Parce que notre inconscient croit que c'est ce que l'autre va vouloir et va s'y adapter. Et c'est ce mode un petit peu survie. De se dire l'attitude que j'ai va changer en fonction des circonstances et en fonction de qui regarde. L'équilibre corps-mental. Et c'est comme s'il y avait même une posture physique qui pouvait aussi évoluer, une posture émotionnelle, une posture mentale. Donc c'est justement comment passer de ce mode un petit peu adaptatif à ce mode de peu importe qui me regarde en fait, je vais pouvoir être telle que je suis et comment je suis, peu importe si ça va plaire ou non. Donc ça prend aussi la posture de comment je me sens si d'un coup je déplais. Si d'un coup je me sens jugée. Si je sens que je suis pas validée à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que finalement je reste un petit peu dans ce mode survie adaptatif? Je vais te montrer en plus pas forcément ce que l'autre veut ou voudrait, mais ce que j'ai engrammé de ce qui à un moment a été soit attendu de moi, soit interprété comme tel. Parce que c'est pas spécialement conscient tout ça. C'est des mécanismes un petit peu automatiques, automatisés, qui se mettent en place. On va aller voir avec l'oracle du cri des âmes. Qu'est-ce qui est en train de crier un petit peu notre énergie, de se dire mais quand est-ce qu'on passe dans ce mode-là? Allez, hop, on va aller voir après le dos de deck plus tard. Allez, hop. Sur l'attitude, bon, ça part aussi un petit peu sur le côté. Hop, ok. Alors, là, il y en a deux. Ah, c'était caché. La répétition de schéma, mais qui est sur le côté aussi. Avec l'attitude sur le côté. Les carapaces. C'est un peu ce que je disais, ce masque. Je me cache, mais pour pas aller prendre ma première place, en fait. Pourquoi j'ose pas briller dans ma propre vie? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur de réussir? Et d'être
seul, d'être pointé du doigt. Il y a l'auto-sabotage derrière les carapaces. Pourquoi je me diminue ou je diminue ma propre valeur? Je m'en veux de quoi peut-être? On va aller voir. Est-ce qu'on voit... Oui. Ok, on voit ça maintenant. Hop, il y a l'activation de la triple flamme à l'envers, en dos du premier jeu, là, sur l'oracle des mémoires akashiques. Hop, et il y aura l'abandon au plan divin à l'envers. Ok. En fait, ça fait comme une fuite énergétique, une fuite de soi, une fuite de son propre pouvoir personnel, de son propre authenticité, en voulant en fait garder le contrôle sur l'image que je peux avoir de moi. On va aller creuser un petit peu. Il y a quoi derrière là? Le passé divinatoire, ouais. C'est vraiment quelque chose, en fait, un modèle maladaptatif, automatique, qui s'est mis dans l'enfance. Parfois à l'adolescence, ça peut être un peu plus tard, mais principalement nos carapaces on les met en mode survie dans l'enfance et on le garde jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce mode adaptatif. Pourquoi j'essaye de survivre à quelque chose qui finalement ne me convient pas et qui m'empêche de devenir dans ma pleine puissance. Auto-sabotage. Il y a ce sentiment d'échec. Sentiment d'échec. L'auto-sacrifice plutôt que de sacrifice du groupe. Tu vois, quand t'as été un petit peu l'enfant, le mouton noir, ou l'enfant en fait qui un peu différent ou qui est pointé du doigt, et bah tu vas inconsciemment imprégner de je me sacrifie pour le groupe. Qu'on te le demande, qu'on te le demande pas, et même si plus tard c'est pas demandé, c'est quelque chose qui est resté un petit peu engrammé, programmé à l'intérieur. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu cette question-là? Okay. On va aller voir ça avec le tarot de l'argent. Émilie Morel. Hop, on va voir un petit peu... là pour l'instant, qu'est-ce qui... consciemment, inconsciemment, qu'est-ce qui a besoin d'être révélé, réveillé pour passer d'un mode adaptatif, suradaptatif, à un mode plus personnel, un mode plus tranquille, un mode naturel en fait. Hop. Qu'est-ce qui peut aider? Allez. Alors, je vais prendre un petit peu dans l'ordre. C'est le passage. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation capitale. Une fois de plus, la machine le sait. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce nom. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi, ouais. Eh bien, là, il y a un truc qui me vient après avoir chanté cette chanson. Là, on voit que la personne, elle est black. J'ai même pas fait gaffe du tout. Et là aussi, et c'est une femme, il y a 3 hommes derrière et qui sont blancs. Est-ce qu'il y a cette sensation, mais qu'on soit black ou n'importe quelle couleur, quelle religion, peu importe, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a toujours cette sensation ou ce qu'il y a eu d'être étranger face à la réalité qu'on avait, étranger à sa famille, étranger à l'école, étranger face au monde? Est-ce qu'il y avait cette sensation d'étrangeté face à la réalité qu'on avait?
Et là, en fait, ce qui est génial, c'est de se dire que malgré cette différence, donc c'est une femme et une femme black, et derrière ce sont des hommes, costumes, cravates, petites lunettes et des contractions, et finalement elle prend totalement sa place et avec quelque chose de très brillant, une assurance sereine, quelque chose de très très charismatique en fait. Je suis là et je prends véritablement la première place. Voilà, c'est ma place, je suis là. Hop, je suis ici et je suis, tout simplement, juste je suis. Et peu importe qui il y a derrière, peu importe. Et finalement, il y a, avec cette tenue là, grise et en même temps très très colorée avec ces petites nuances, j'adore. J'adore. Et c'est intéressant parce que... Et on peut se dire aussi là, étranger, parce que bah, c'est un homme qui est aussi face à la nature. Et dans le même temps, sa coiffure, on dirait aussi que c'est lui le prolongement finalement de la nature. Avec ses yeux qui font penser aux yeux un petit peu du serpent, de cette vision un peu perçante, même du chat, peut-être du chat botté, là, avec ses yeux très, très perçants et ce côté très animal, très instinctif. Donc, comment mettre aussi son instinct animal au service de, je dirais pas de sa personnalité, parce que la personnalité, c'est finalement ce qu'on construit aussi, ce qu'on construit un petit peu dans je suis perdue là dans mes réflexions, mais ce qu'on construit en fait face à l'adversité, face aux moules, face aux situations que l'on a. Donc, je dirais comment mettre notre instinct face à notre essence profonde. On va voir. Hop, allez. On va faire un petit voyage ici. On a le 10 de sagesse et la manifestation. Alors, on a pas mal de cartes. On a le 5 d'ancrage. On a la discipline de sagesse. Hop. On a le 6 de sagesse à l'envers. On a le 10 de fréquence à l'envers. On a le 5 de désir sur le côté. Hop. On a le 3 d'ancrage et 5 de sagesse. Celui-là à l'envers, celui-là sur le côté. Hop, c'est parti. Discipline de désir à l'envers, la motivation à l'endroit, ok, et l'intuition sur le côté. Allez. Et après, on verra les 3 autres petites à la fin. Alors. C'est comme si... Hop. Ce qui a été acquis, en fait, moi je dirais, c'est cette possibilité de bien faire les choses. C'est-à-dire de rentrer dans les cases, rentrer dans les lignes, rentrer dans ce qui est attendu de soi. Donc finalement, si on voit... Là, je vais prendre cet exemple, le 5 d'ancrage. Si je vois que je manque d'ancrage, c'est-à-dire que je suis un peu papillon, tête en l'air ou un peu perché. Bon, je suis pas encore très enracinée, très incarnée. Et bien, je vais faire les exercices. C'est-à-dire, je vais, par exemple, être volontaire pour aller dans la nature, faire des exercices d'ancrage et travailler sur cet ancrage et réaliser. Et il y a quelque chose, en fait, où grâce à ça, ça permet de s'élever et de répondre aux besoins pragmatiques que l'on peut avoir. Néanmoins,
il n'y a pas ce sentiment de liberté. Il n'y a pas en fait pour l'instant ce sentiment d'incarnation profonde de ce qui est fait. C'est-à-dire, je suis la bonne ou je suis le bon élève. Je vais faire mes exercices correctement, je vais faire ce qu'il faut faire et finalement je vais arriver à certains résultats. Bravo déjà. Néanmoins, est-ce que je prends vraiment du plaisir à ce que je fais ou je fais ce qui est attendu de moi par le monde extérieur ou ce qui est attendu de moi par mon propre monde? On peut reprendre l'exemple des checklists. Hop, chaque jour, ok, j'ai fait ma checklist, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai rempli mes petites cases, j'ai bien rempli les codes et les lignes. Ok. Mais est-ce que moi-même ça m'a nourri? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que je me suis amusée? Est-ce que j'ai kiffé en fait ma vie? Et c'est ça, est-ce que je me suis sentie libre aujourd'hui? Et est-ce que je me suis sentie plein de moi, plein d'amour, plein de sagesse, plein de... dans une bonne atmosphère avec moi-même, avec les autres? Est-ce que je me suis sentie à l'aise? Comment je me suis sentie? Parce qu'en fait, il y a, avec ce 5 de désir ici, je dirais pas forcément de l'éparpillement. C'est quoi que je ressens là? Un voilage entre ce qui a été appris et ce qui est attendu. Comme s'il y avait une forme de dualisme interne entre ce que je crois qui est attendu de moi, la bonne conscience et la mauvaise conscience. Les plaisirs coupables, tu vois? De se dire, imaginons je me fais plaisir. Allez, je mange un petit carré de chocolat de trop ou pendant les fêtes, là en ce moment, tiens, je prends 2-3 kilos parce que je me laisse aller. Eh bien, il y a ce sentiment de ne pas avoir rempli les obligations que je me suis mises. Il y a ce dualisme aussi ici. De se dire, est-ce que je veux un peu trop bien faire comme il faut, sous le versant un petit peu ombre de cette réalité puissante et désirante. Est-ce que finalement je ne vais pas aussi un peu plus chercher dans mon instinct sauvage, dans mon instinct animal, dans mon animalité, pour trouver aussi ma propre puissance, plutôt que de répondre à ce qui est attendu de moi, ou ce que je crois qui est attendu de moi, ou parfois à mes propres injonctions, parce que je répète aussi ce que j'ai connu. Donc si je crois que d'un coup, imaginons, j'ai une passion pour le dessin, la musique, j'ai une passion pour... allez, on va dire dessin-musique parce que j'ai pas d'autres exemples. Et bah, si ça a été dévalorisé, ou si dans mon propre système, je me dis... bon, c'est pas très punchy, il y a une sorte de jugement d'autocritique, et bien c'est comme si on se coupait d'une partie de sa réalité. Et je vais me demander quel est le lien en prenant sa première place. Prenant sa première place, c'est quelles sont mes croyances et mes pensées qui vont en fait avec l'auto-sabotage, m'auto-contraindre à devenir une personne que je ne suis pas. Pour gérer, pour paraître fort, pour paraître responsable, pour bien faire les choses. Il y a cette discipline, il y a cette motivation, et dans le même temps, c'est comme si j'incarnais pas encore totalement ce qui est prodigué. Bon, ok. On a le 3 d'ancrage à l'envers, c'est ça. C'est ce que je me suis pas imposée en fait, et avec ce mode aussi survie, est-ce que ça a été utile et nécessaire à un moment donné, mais est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que je peux être un petit peu moins exigeant ou enlever des couches de ce masque qui en fait amène à une forme de rigidité dans ce que j'ai le droit et ce que j'ai pas le droit, rigidité dans comment je m'amuse, quelles sont
mes fausses croyances, mes croyances limitantes à si je reviens avec l'exemple du plaisir coupable. Quand on dit je suis plaisir coupable, c'est qu'on se sent coupable, donc il y a de la culpabilité, donc etc., etc. Il y a en tout cas un sac de nœuds émotionnels et de croyances, donc de pensées limitantes, qui font que je me sens pas libre à pouvoir juste kiffer un bon instant, kiffer un instant de plaisir, kiffer un lâcher prise, kiffer... est-ce que c'est vraiment tout le temps ça que je veux? Est-ce que c'est cette femme forte ou homme, hein, peu importe, fort, forte, responsable, persévérant, qui va gérer en fait, qui Superwoman, Wonder Woman, ou au contraire, est-ce que j'ai plutôt envie de ne plus me fragmenter et d'être ok avec justement ce côté reptilien et ce côté je dirais finalement cet équilibre entre le yin et le yang, entre son masculin, son féminin, entre sa réceptivité et sa masculinité. C'est-à-dire entre l'action et la réception, entre le donner et le recevoir, entre la compassion et je sais pas quoi à côté avec la compassion et le, je sais pas, le je m'en foutisme, le lâcher prise, on s'en fout, tu vois. 5 de sagesse, c'est comme si j'apprenais ou je réapprenais à écouter mes propres plaisirs, mes propres désirs, le fait de ne pas faire grand chose, parce qu'on a le discipline de désir. C'est comme s'il y avait en fait besoin de se décomplexer sur le désir. Par exemple, ceux qui ont voulu vraiment être très spirituels se mettre une ligne spirituelle et au bout d'un moment, limite dans l'ascétisme. C'est-à-dire je me départis de tout ce qui n'est pas nécessaire, je fais du jeûne, je fais mes exercices, je fais mes trucs, ok. Et c'est très bien parce que tu te dis en même temps j'ai gagné énormément en sagesse, j'ai gagné en équilibre, j'ai gagné en connaissance de soi, en introspection. Donc finalement c'est un chemin nécessaire et utile. Quand je reviens un petit peu sur les enseignements du Bouddha, il est allé d'abord dans du luxe dans son palais, à une vie de méditation où finalement à se sous-alimenter et à être vraiment dans ce côté introspectif et méditatif pour trouver finalement la voie du milieu. C'est peut-être encore cet enseignement de se dire est-ce que je peux imprégner d'être le 1, le 2 et le 3 à la fois? Que pour aller au centre, j'ai peut-être besoin d'aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et finalement pour trouver mon centre. Peut-être besoin d'être dans une forme de discipline, parce que avant j'étais peut-être indisciplinée, hop, là je suis peut-être un peu trop dans la discipline, pour trouver cette forme de voie du milieu entre je suis disciplinée et créatif. Je suis disciplinée et un peu foufou, un peu faux folle. Je suis ancrée, donc je suis en même temps dans la terre et dans le ciel. Et je suis moi, au milieu. C'est peut-être ça en fait, ce passage un petit peu qui amène à regarder en fait là où je me demande trop, là où je me demande pas assez, pour trouver la voie du juste milieu, pour ce que je me demande trop en faire un peu moins, pas assez en faire un peu plus, et trouver cet équilibre et cette ligne directrice. Vas-y, ok. On va voir avec l'énergie de la lémurie. Je pense que j'ai pas mal... voilà. Il y a l'intuition aussi qui est sur le côté. C'est comme s'il y avait une forme de mentalisation, d'injonction à bien faire les choses. Là, ce que je vois ici, c'est plutôt ce côté... tiens, peut-être qu'à un moment, je me suis laissée aller ou il y a eu de la procrastination. Et hop, d'un coup, je me mets de la discipline et je me montre plein de choses. Et ça peut me créer après de la fatigue et je reviens dans une forme de hop, ok, je patauge un peu. C'est pas encore totalement voilà, le travail
À l'envers, il y a la ruine et l'éthique. Moi j'ai le stop ici, hop, avec sa main comme ça, stop. Ne se dire, on va résumer ça en une phrase et on va passer à la suite. Ça fait combien de temps là? 20. Je suis bavarde aujourd'hui. Attends, je vais enlever, hop. Je me sers un petit thé. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là là, j'en ai foutu partout. Ah, j'arrive. Oh. Hop, voilà. Bah attends, je m'étais pas mis mon petit coussin. Hop. Quand même. Ah. On a le travail à l'envers, la ruine, l'éthique. Alors, ça peut être un petit peu différent pour chacun, mais forcément. Mais est-ce qu'il n'y a pas la valeur travail à inverser? C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le yang, dans l'action, dans le faire, et puis un peu le cheval là qui fait que avancer parce qu'il y a du mal à être tranquille, à réceptionner, à être tout doux. Mais au bout d'un moment, en fait, on voit la ruine. C'est-à-dire, on peut avoir des maux physiques, on peut se lasser, en avoir marre, en fait. On voit énormément, là, au XXIe siècle, le burn-out, on voit les dépressions, etc. Et avant, il y avait beaucoup moins ce phénomène. Et en discutant avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, elle me disait d'un côté, avec le passage du 39 heures au 35 heures, finalement, je vois dans l'entreprise, c'était une entreprise de 400 personnes, ils ont embauché 11 personnes supplémentaires. Donc elle disait, on nous demandait finalement de faire le travail qu'on faisait en 39 heures en 35 heures. Donc ce que ça a fait, c'est une accélération du rythme du travail. Et on nous demandait finalement toujours plus avec moins de moyens. Et c'est un peu ça. C'est peut-être qu'on a mis en fait le faire, le travail, la posture un petit peu en haut de la hiérarchie de notre pyramide de nos besoins. Le travail était vraiment dans le top 3. Et en fait, ça amène à créer par exemple du stress, de la charge mentale, à créer quelque chose qui est déséquilibré. C'est comme s'il y avait ce stop, le corps dit stop, le mental dit stop, quelque chose qui est amené en fait à tourner, évoluer pour ne pas continuer à être cet hamster dans sa roue qui fait en fait tout le temps les mêmes choses. Besoin peut-être de prendre du recul intérieurement déjà, si on ne peut pas toujours extérieurement bouger les choses, c'est quelque chose d'intérieur. Parce que là, en fait, c'est comme si, ouais, c'était un peu ce mode survie qui était là. Et est-ce que je peux apprendre à kiffer davantage ma vie? Il y a quoi derrière? 4 de sagesse. Réparer. Ah, c'est intéressant. Hop là. Est-ce que je peux réparer le rapport que j'ai avec le travail?
Et là, il y a quelque chose. Ouais, la reine de désir. Voilà. Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Et c'est vrai que si je peux pas le mettre en place tout de suite, c'est comment déjà je le matérialise, je le rêve un petit peu en moi, je le fais vibrer en moi pour après mettre des petites actions vers ce qui est possible de faire. Mais pour ça, il y a besoin de se poser aussi et de se demander, et se laisser l'espace pour se demander, mais qu'est-ce qui me fait kiffer en dehors de l'action frénétique, en dehors de mon travail, en dehors du faire, en dehors de contempler, voilà, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Et tiens, est-ce que je peux me connecter à mon enfant intérieur pour demander finalement qu'est-ce qui me fait du bien? On va voir. On va voir avec l'énergie de la lémurie. Je pense que j'ai montré tout à l'heure. Ouais, sans doute. Un petit peu des messages complémentaires, tout ça. Hop. Et après, je vais pas tarder, parce que ça fait une longue conversation. Monolistique, nono. Fatigue. Est-ce que... Non. Ok. Alors, on a l'eau, l'abondance, le chakra sacral, le chakra sacré, cœur de la création, et l'évolution à l'envers. Est-ce qu'on peut me dire pour l'évolution ici un truc? Vas-y, l'oracle des météores. Je vais aller voir tout de suite sur l'évolution à l'envers. Même pour les trois, si on peut compléter juste un tout petit peu le message. Et puis on est bien. Sauf si ça embrouille un peu plus l'esprit. Jugement à l'envers. Acceptation. Alors, on a... Ok, on a l'être aimé, choix à faire, retombées positives, jugement à l'envers et acceptation. Ok. Je sais pas si c'est la fatigue qui me gagne et donc je suis en mode je comprends plus rien. Je ne sais pas, on va voir. Bon, sur l'eau, l'abondance, il y a peut-être des émotions en fait qui sont cristallisées et qui ne permettent pas encore une libre circulation des énergies au niveau de sa créativité. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, il y a besoin d'être dans cette autorisation à créer. Je sais plus comment il s'appelle là. Le mec de Kaamelott. Je l'ai entendu dans... avec Kian Kojandi. Kian Kojandi a dit au mec de Kaamelott là, j'espère que son nom va me revenir, j'ai son visage mais plus son nom. Tiens, t'es la personne qui est le plus confiant, le plus sûr de lui pour créer. Et il a dit cette réponse: pour moi, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai 100% la liberté de créer. Point. C'est hyper beau, je trouve. C'est de se dire, est-ce que il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui m'empêche d'être 100% dans la liberté de création? Et si c'est le cas, c'est comment je peux aller dénicher en fait grâce à l'eau, ça peut être l'élément eau ou pleurer, se nettoyer sous une pluie torrentielle, peu importe, mettre les pieds dans l'eau par exemple, pour se dire tiens, comment je peux purifier un petit peu ce chakra sacré, donc le ventre, qui peut être matérialisé avec des problèmes digestifs par exemple, ou un ventre plus ou moins abondant alors que le reste du corps est plutôt harmonieux, ou peu importe comment ça peut se matérialiser. En tout cas, il y a des petits mots, parce qu'il y a besoin de mettre en mots aussi, M-A-U-X, M-O-T-S. Et il y a quelque chose
qui est un petit peu stagnant avec cette évolution. Il y a le chakra de la gorge derrière. Et moi, j'ai mis un scoop, c'est marrant. Chakra de la gorge, exprimez votre vérité. Est-ce qu'il y a justement besoin d'exprimer un peu plus les choses, apprendre comme ça à travers l'expression, qu'elle soit artistique ou autre, pour justement se dégager de la peur d'apprendre, de la peur de l'échec, de l'imperfection. Et il y a chakra, derrière le chakra sacré, il y a l'alignement. Et R derrière, changement de paradigme. C'est intéressant. Et derrière l'eau, conscience élevée et énergie vitale. Ah non, conscience éveillée, pardon. Conscience éveillée et énergie vitale. Et derrière ça, on a dit chakra sacral, alignement, air, évolution, chakra de la gorge et chakra du troisième œil, perspective pinéale à l'envers. Chakra du troisième œil ici est relié au foie. Le foie est relié à la colère. Donc est-ce qu'il y a aussi en fait une colère qui est cristallisée à l'intérieur? En fait, est-ce que je peux trouver des méthodes pour faire bouger en fait mes émotions qui sont cristallisées à l'intérieur de mon corps pour justement en fait m'éveiller davantage en parlant, en criant, en mimant, peu importe comment on se sent à l'aise, en écrivant pour en fait faire sortir toute la merde que je garde encore en moi, tout le sac de nœuds qu'il peut y avoir à l'intérieur pour justement en fait arriver à enlever un petit peu les rancunes du passé, à être dans la liberté de créer, à pouvoir évoluer en fait. À ne plus stagner un peu à la même place. J'ai plus beaucoup de batterie et après j'arrêterai là quand même. J'ai un petit coup de pompe qui commence à arriver, mais j'ai envie de finir quand même. Bon, on va finir avec l'autre jeu qui finalement se dit l'être aimé, choix à faire, retombées positif. Pour la team en fait qui donne trop, pour la team qui s'adapte en permanence à l'autre, au code, à ce qui a besoin ou ce qui est attendu de soi, et bien justement, est-ce que je peux faire en sorte de faire bouger les lignes avec les gens que j'aime, avec des inconnus, avec certaines situations qui me tiennent à cœur pour justement dépasser la peur du jugement, ce regard de l'autre et cette suradaptation, et voir des fois certaines relations quand on met une limite, quand on met une distance, quand on dit non, elles craquent et c'est fini et on se dit bon bah finalement c'était peut-être la relation qui n'était pas sur des bases solides. Quand on met une limite, une distance, un non, ou de se dire bah tiens j'ai envie de faire évoluer la situation et qu'il y a en fait un mouvement des deux personnes, des deux côtés, eh bien il peut y avoir un renouveau. Et c'est ça en fait. C'est ce que j'ai toujours envie de continuer à m'adapter, quitte en fait à bouffer moi-même et bouffer ma propre vitalité pour l'autre et pour ce que je crois que l'autre voudrait, par peur de me faire quitter, par peur de me faire juger, par peur en fait. Par peur, ou est-ce que j'essaye de balayer cette peur du jugement en acceptant en fait que pour sortir de l'adaptation et sortir de mes schémas limitants, j'ai besoin moi-même de faire un petit peu des choses différemment.
on a retombée positive, donc c'est positif pour soi. Soit la relation elle craque, et c'est de se dire, bon, ça veut dire que dès lors que je mets de limites, dès lors que je dis non, ou dès lors que je ne fais pas ce qui est attendu de moi, bah, si l'autre se casse et va voir ailleurs si j'y suis pas, bah, c'est que finalement, il y aura d'autres opportunités qui vont venir sur la route pour justement continuer de m'éveiller et m'élever à cette prise de conscience de la liberté d'être soi. Et si au contraire la relation évolue, eh bien c'est qu'il y a en fait ce terreau positif à l'évolution à deux, si c'est des groupes en groupe. Donc c'est comment en fait changer petit à petit intérieurement et les circonstances extérieures pour arriver finalement à une plus grande amplitude de liberté pour soi et pour l'autre. Voilà, voilà. Est-ce qu'on se fait un petit message terminus de fin, terminus tout le monde descend et on fait une pause. Celui-là ou celui-là? Celui-là. J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. J'ai des choses à te dire, et si tu n'es pas là, tu sais que tu me perdras. 5 heures du mat, on se trouve. À me faire du souci pour toi, pas reçu le moindre appel, j'ai appelé mamie et ton ping. Allez, je sais pas pourquoi je me dis moi-même un peu de sérieux, alors qu'au fond j'ai le droit ici de me dire bah j'ai pas très envie d'être sérieuse, je le suis pas, tu vois. C'est des petites choses comme ça où on peut se dire tiens pourquoi ça se répète dans ma petite tête, tiens j'ai besoin d'être sérieuse, bah, si j'ai envie de faire un truc un peu décalé et pas très sérieux, c'est possible aussi. Il y en a avec qui ça va plaire et d'autres ça va pas plaire et c'est comme ça. Mais dans tous les cas, même si je fais un truc sérieux, ce sera pareil. Donc c'est comment se plaire à soi et si ça répond vraiment à personne, c'est qu'il y a peut-être il n'y a peut-être pas besoin de partager, j'en sais rien moi. Ok. Mais vu tout le nombre qu'on est sur la Terre, ça plaît forcément à du monde. Enfin, on voit bien avec le fétichisme, il y a souvent d'autres personnes qui kiffent les mêmes choses que soi et puis et on se retrouve aussi comme ça. Allez, on a Aide avec Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ciel. Ta reliance vers le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Offrande, don. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Enrichissement, amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Amour, comparaison. C'était ça
Premier truc, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Et le dernier, amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Voilà. Bah merci en tout cas pour ceux qui ont suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Tchuss.